Bien, bonjour François Jost. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur votre livre que je montre là, qui s'appelle La méchanceté en actes, et s'écrit en dessous à l'ère numérique, une précision de taille, donc un livre qui est paru en janvier 2018, donc au CNRS Éditions. Alors, vous dites en ouverture de votre livre que vous avez le sentiment que la méchanceté est l'attitude la mieux partagée dans les médias. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Oh, ce que j'entends tous les jours, ce que je lis tous les jours, c'est-à-dire que, si vous voulez, d'abord le mode de l'information, c'est largement la polémique, il faut qu'il y ait des oppositions, et ayant beaucoup fréquenté les forums d'Internet, c'est vrai que les assertions extrêmement tranchées, extrêmement dures sont vraiment la majorité. Alors vous distinguez plusieurs niveaux de méchanceté, est-ce que vous pouvez nous les dire? Et puis nous préciser aussi ce qu'est vraiment la méchanceté. Alors, bon, c'est vrai que mon livre, je parle des actes de méchanceté, c'est-à-dire pour l'opposer à quelque chose qui serait simplement le caractère de quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que je suppose que les actes de méchanceté sont plus nombreux que les gens méchants. C'est-à-dire que toute personne qui est bienveillante, très souvent, peut, à un moment, par énervement, par, je sais pas quoi, par antipathie, faire un acte méchant. Alors, bon, disons que la méchanceté, très globalement, c'est s'en prendre à l'autre, c'est le dégrader, c'est le salir. Voilà, ça va de... Donc, il y a dégradation, ça va de la médisance, du ragot, etc., tourner en ridicule, après juger l'autre tout le temps, jusqu'à la haine, et en passant par toutes ces pratiques un peu nouvelles, comme le bashing, comme les trolls sur Internet, qui sont apparus évidemment avec les réseaux sociaux. Alors vous détaillez dans votre ouvrage un peu cette montée en puissance de la méchanceté, au fil des années, et puis au fur et à mesure qu'apparaissent de nouveaux médias. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, contrairement à l'idée parfois répandue que tout commencerait avec Internet, que Internet est une révolution absolue et que tout a changé, moi je pars de l'idée qu'au fond, la méchanceté a toujours été plus ou moins ce qu'elle était, mais que ces outils de propagation ont changé. Et ce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est que dans l'histoire déjà des médias, de la télévision, il y avait déjà des ferments qui allaient permettre par la suite à la méchanceté de s'étendre et de s'épanouir. En gros, je cite trois grandes conditions de cette méchanceté. D'une part, le fait que tout devient spectacle dans les années 60, 80, avec ce qu'en dit Guy Debord, c'est-à-dire qu'on est dans une société où ce qui est vécu est remplacé par ce qui est vu, simplement. On est une image de la vie, mais on ne sait plus comment comprendre l'intériorité des gens. La deuxième chose, c'est le fait que le jugement se répand sur tout, y compris sur Internet, avec les étoiles qu'on met au restaurant, au chauffeur d'Uber, etc. Et troisième chose, l'anonymat, qui fait qu'on peut juger et ridiculiser des gens en toute impunité. Voilà. Et ça, ces trois choses-là vont donner beaucoup des types de méchanceté qu'on rencontre sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est la mise en spectacle un peu des individus. C'est un peu chacun aura ses minutes de gloire. C'est pas si c'est Warhol qui disait ça. Oui, c'est Warhol qui disait ça, mais oui, bien sûr, c'est une sorte d'égocentrisme réellement, effectivement. Ouais. On se rappelle que Pascal disait le moi est haïssable. Et ben, maintenant, c'est exactement le contraire. C'est qu'il n'y a que le moi qui compte. Et effectivement, il y a cette s'il n'y avait pas cette volonté de spectacle sans arrêt, on a l'impression parfois que les gens oublient que derrière les images, il y a des vrais sentiments. C'est-à-dire qu'on va filmer quelqu'un, on va filmer un enfant sur une plage mort, en disant ben voilà, ça nous sensibilise, tout en oubliant que cet enfant, il n'a pas demandé d'être sur tous les journaux. Vous voyez. Et donc, on s'insensibilise d'une certaine façon en mettant tout en spectacle. Alors, vous évoquez une émission qui s'appelle Black Mirror, que personnellement je connais de nom mais que j'ai jamais regardé, et bon, j'étais assez, à vrai dire, édifié par ce que vous racontez, mais il y a quelque chose qui joue un rôle extraordinaire là-dedans, c'est l'évaluation
de chacun, j'allais dire, à chaque instant. Alors Black Mirror, c'est une série que j'aime beaucoup, et dans un des épisodes, il y a une femme qui a 3,5 sur 5, ou quelque chose comme ça, 3,4, et elle veut remonter dans la gradation. Pour cela, elle décide d'aller au mariage d'une amie qui est très bien notée, et donc elle pense qu'elle va remonter. Malheureusement, quand elle arrive pour prendre l'avion, son avion est surbooké, et on ne peut prendre les gens que s'ils ont plus de 3,5. Donc elle ne peut pas rentrer dans l'avion, elle s'énerve, et immédiatement elle descend de 3,5 à 3,2, puis après elle veut chercher une voiture, elle a une voiture très mauvaise parce que les bonnes voitures c'est pour ceux qui en ont plus de, etc. Et donc c'est une cascade, une déchéance absolue. Alors ce qui est terrible, c'est qu'en fait ce système-là, qui a été mis en œuvre à un moment avec une application qui s'appelait People, ça a été retiré, mais c'est ce que font notamment les Chinois, où ils ont mis en œuvre ça, ils vont le mettre en œuvre, je crois, complètement en 2020, c'est-à-dire qu'on pourra noter les gens qui sont dissidents, ou les gens qui ont mal répondu, etc. Et selon les notes, ils n'auront pas du tout les mêmes accès aux mêmes choses. Il y a aussi, depuis que j'ai fait ce livre, il y a une application qui s'appelle Once pour les femmes, qui permet d'évaluer les hommes qu'elles ont rencontrés en disant il a dit qu'il était comme ceci, en fait il est comme cela, donc je lui mets une mauvaise note. Donc voilà, on rentre dans une évaluation continuelle qui n'est pas toujours assortie d'un commentaire, qui peut être simplement une notation sèche comme ça, et effectivement on est sous le regard des autres constamment et jugé par des gens qui ne sont pas forcément aptes à vous juger. Oui, alors ce que vous nous racontez là, en fait, la fiction devient la réalité, parce qu'on voit ça tous les jours aussi. On note tout le temps, quoi. On note tout le temps, et bon, alors c'est pas, si vous voulez, c'est pas forcément en soi totalement méchant, mais la conséquence peut être quand même très brutale. Et ce que je montre en fait dans mon livre, parce que je parle plus des médias que de la vraie vie, ce que je montre, c'est que montrer ce spectacle-là à la télévision, c'est-à-dire des gens s'invitent à dîner entre eux, un dîner presque parfait, et puis on crache sur tout ce qu'ils ont fait. On dit leur entrée était mauvaise, l'ambiance était nulle, la table n'était pas belle, etc. Si vous voulez, ce spectacle de l'éreintement est donné au spectateur qui lui en jouit. C'est là que se trouve la méchanceté. C'est dans ce spectacle-là, parce que finalement nous regardons ça en nous amusant de cette dévaluation continuelle. Alors, il y a un milieu dans lequel il y a de l'évaluation aussi, c'est dans l'entreprise, où par exemple chaque année on a des entretiens d'évaluation. Est-ce que ça entraîne de la méchanceté selon vous? Ça existe d'ailleurs dans l'université aussi. Est-ce que ça entraîne de la méchanceté? C'est compliqué, comme je le dis, ça peut entraîner en tout cas de la violence, et toute la difficulté c'est de trouver des critères qui soient valables pour tout le monde, qui ne soient pas trop brutaux comme ils le sont pour ces émissions où on dit la table est mal mise, je sais pas quoi. J'ai présenté récemment mon livre devant une institution, et effectivement une personne m'a dit mais c'est exactement ce qu'on vit. Oui, alors je ne pense pas que la volonté, si vous voulez, de celui qui fait ça soit méchante, c'est ça la différence, mais la violence existe. Alors vous avez évoqué le bashing, ça c'est quelque chose qui peut frapper des pays, des personnes, mais aussi beaucoup les entreprises. Racontez-nous un peu comment... Oui, il y a du bashing de groupe, du bashing de marque. Le bashing, c'est dégrader l'autre, mais j'allais dire à répétition. C'est-à-dire que ce qui arrive dans le bashing, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire du mal un jour d'une marque, et puis ça entraîne tout un mouvement de gens qui n'ont pas forcément un très bon avis dessus, mais qui vont suivre le premier. Et donc, effectivement, ça peut être extrêmement dangereux. J'ai étudié dans le livre comment l'Express a traité et Sarkozy et Hollande, pour ne pas choisir entre les deux côtés politiques, et ils sont traités de la même façon, les minorités traitées de la même façon. On voit très bien que ça s'applique souvent simplement des défauts physiques, et qu'on démolit quelqu'un sur l'apparence, quoi. Donc c'est toujours la société du spectacle. Donc c'est un phénomène courant, quoi.
on fait ça avec tout le monde, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, ça s'accumule. C'est-à-dire que la différence entre dire du mal d'un collègue et faire que tout le monde, tout d'un coup, commence à dire du mal, c'est différent. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment, on peut arriver à la sensation d'avoir un bouc émissaire qui prend tout pour les autres. Hein. Parce que comme le montre René Girard dans son livre sur le bouc émissaire, quand on tape tous sur la même personne, on se refait une unité. Et donc l'intérêt du bashing, c'est finalement de créer des communautés parfois qui se soudent. Regardez des communautés extrêmement fortes comme un animateur comme Hanouna. Il a 1,5 million de gens qui le suivent, quelque chose comme ça. Si vous lui tapez dessus, je peux vous dire que vous allez avoir 100 000 personnes qui vont vous démolir. Donc ça prend une ampleur qu'on ne connaissait pas avant les réseaux sociaux. Alors il y a quelque chose que vous indiquez aussi dans votre livre, c'est que souvent la parole de l'expert est mise en doute. Voilà, il suffit qu'on soit expert de quelque chose pour qu'on se fasse critiquer. Alors aujourd'hui dans leur communication, les entreprises elles mettent aussi souvent en avant leur expertise. Est-ce que ça veut dire qu'elles prennent un gros risque en faisant ça? Le problème effectivement c'est que il y a quelque chose d'un peu politique là-dedans, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où la fracture entre le peuple et les élites est très grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont assez qu'on parle à leur place. Alors on voit comment c'est ressaisi politiquement, etc. Alors pour les entreprises, on sait bien depuis longtemps que dans la publicité, par exemple, il y a deux modes. Il y a soit le testimonial avec des gens ordinaires, soit il y a une grande vedette qui vient nous dire « je me lave mes pulls avec telle marque ». Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que tant qu'on c'est une personne qui raconte comment elle lave ses pulls, je pense que c'est un peu d'importance. Si on vient faire la leçon aux consommateurs, ça peut être à mon avis dangereux. Alors est-ce que vous pensez que la méchanceté va continuer à s'étendre ou que Internet va se pacifier? Alors se pacifier, je pense pas. Je pense que, si vous voulez, on prend conscience de plus en plus qu'Internet n'échappe pas au droit. Et je pense à ce qui est arrivé récemment, pour répondre à votre question, avec une chroniqueuse qui s'appelle Nadia Dame, qui est chroniqueuse sur Europe 1 et puis sur Arte, et qui a attaqué assez violemment un site qui avait des commentaires très sexistes de façon évidente, enfin bon. Et elle les a attaqués, et il y a eu, le procès n'a pas eu lieu, je crois qu'il va reprendre le 3 juillet 2018, mais n'empêche que, si vous voulez, on a réussi à remonter depuis l'adresse IP jusqu'à la personne, c'est-à-dire que malgré l'anonymat, on est remonté à la vraie personne qui était derrière l'anonymat, et en tout cas, il va y avoir une décision de justice là-dessus. Donc ça, je trouve que c'est un cas exemplaire, parce que ça montre à des gens qui croient qu'anonymement, ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent et faire tout ce qu'ils veulent, que non, si on veut vraiment, on peut arriver à remonter jusqu'à la source et réguler les choses. Si vous voulez, la décision, là, elle fera vraiment jurisprudence, parce que si elle réussit à ce qu'on condamne ces 3 personnes qui l'ont menacé de mort, qui l'ont menacé qui l'ont insulté et menacé de mort, je veux dire, c'est extrêmement grave. Eh bien, si on réussit à punir ces gens-là, finalement, ça fera peut-être un peu tache d'huile, et je pense que les réseaux sociaux vont avoir à cœur de plus en plus de faire une sorte de police quand même. Enfin, Facebook, c'est une préoccupation actuelle, donc peut-être qu'on va arriver avec quelque chose. On ne peut pas rester, si vous voulez, la grande différence entre les réseaux sociaux et les médias ordinaires, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas de gatekeeper. C'est-à-dire qu'on peut y dire ce qu'on veut. Je pense que ça ne va pas durer, et que de même que la gratuité ne dure pas, enfin bon, c'est des choses qui vont se changer, je pense. Mais alors bon, là, vous évoquez la menace de mort, c'est un peu extrême, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement aussi de restreindre la liberté de parole en voulant tout encadrer, y compris des propos qui sont parfois un peu plus bêtes que
Tout à fait, tout à fait. Oui, alors c'est d'ailleurs pratiquement la conclusion de mon livre. C'est-à-dire qu'arrivé au bout de mon livre, je me suis dit, attention, quand même, on ne peut pas interdire tous les jugements négatifs, etc. Sinon, il n'y a plus de critique, etc. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire aussi, comment dire, une typologie des méchancetés. Si vous voulez, quand on fait de l'humour noir, style des proches ou style ce que faisait Harakiri dans les années 60, si on rit de la mort, de la maladie, de nos difformités, etc., heureusement qu'on peut en rire, parce que c'est la politesse du désespoir. Donc il y a aussi certaines critiques de chansonniers, etc. Heureusement qu'on peut les faire, c'est la liberté. Bon. Maintenant, si on fait vraiment quelque chose ad hominem, qu'on traîne quelqu'un dans la boue, etc., non, ça c'est trop. Mais vous savez, la Cour européenne de justice, j'étudie des décisions de la Cour européenne de justice qui, en dernière instance, décide si on peut ou non faire telle ou telle chose. Elle a différencié très très bien, par exemple, ce qu'a fait Dieudonné en faisant un film qui s'appelait L'Antisémite. Ça a été attaqué par la LICRA. Le tribunal, la Cour européenne de justice a jugé que c'était une histoire fictive et qu'on ne s'en prenait pas véritablement à une religion ou à une ethnie, et donc que c'était permis. En revanche, faire monter un révisionniste sur scène pour faire rire les gens, etc., et pour mettre en cause la Shoah, là, il a été condamné comme incitation à la haine raciale. Donc, tout dépend si vous voulez, si on est dans la fiction, si on est simplement dans le jeu, ou si on pense véritablement les choses, si on dit vraiment les choses dans la réalité. Alors, il y a pas mal de débats en France aujourd'hui autour d'un projet de loi sur les fake news. Vous en pensez quoi ? Alors moi, je crois que j'ai une position un peu isolée, parce qu'il semblerait que la plupart des gens disent que c'est une loi idiote, qu'il y en a déjà une, que ça suffit et que c'est liberticide, etc. Cela dit, les gens qui disent ça sont plutôt d'extrême droite ou d'extrême gauche. Moi, je pense que, si vous voulez, c'est une bonne initiative d'un point de vue éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser prospérer les fausses nouvelles. Alors on peut se demander pourquoi. D'abord, quelle est la définition des fausses nouvelles? Je pense qu'elle n'est pas très bonne. Deuxièmement, pourquoi seulement en période électorale? Ça n'a aucun sens. Hein. Si on pense que c'est bon, il faut le faire tout le temps. Troisièmement, ce qui m'étonne un peu de cette histoire, c'est que des sites comme celui du Monde, des Codex ou celui de Libération font très très bien ce travail. Donc ils montrent qu'il est possible ce travail, qu'on peut faire un travail journalistique qui en quelques heures, quelques jours disent attention, cette photo elle vient de 2015, c'est pas le pays qu'on vous dit, bon, donc on peut tout à fait faire ça. C'est une préoccupation éthique. Alors, même si on ne réussit pas toujours, je pense, comme disait l'autre, il n'est pas interdit d'entreprendre. Vous voyez, donc voilà, moi je pense que c'est une préoccupation, que les critiques qui sont faites sont souvent sur les conséquences que ça aurait, et que l'éthique, c'est d'abord de se demander si quelque chose est bien ou pas bien avant de regarder ses conséquences. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup François Jost. Je rappelle votre livre « La méchanceté en acte à l'ère numérique ». Un livre que moi j'ai trouvé passionnant, j'ai appris plein de choses et vraiment je vous le recommande. Voilà, ça fait aussi réfléchir, je crois, sur la société actuelle. Oui, j'espère. Merci. Merci à vous.